à discuter, il n'y a pas de débat. Le débat, il est clos. Papa Ado, qui êtes-vous? Qui êtes-vous au juste? Pour aller déposer candidature. Regardez le monde qui est sorti aujourd'hui. Est-ce que ce sont des Ivoiriens, mais ce sont des extraterrestres qui sont sortis? Moi-même, je vois le monde et puis je perds mon cœur bat. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le pays là? C'est le président Ado, ils ont accompagné pour aller déposer sa candidature. Le vieux, là, même si c'est représente 200 fois, il va vous battre 200 fois. Lorsqu'on parle de la majorité silencieuse, ça ne vous dit rien. Les gens qui ne font pas bruit. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, actuellement, là, au moment où je suis en train de vous parler, là, le président Alassane Dramane Ouattara, le PA Ado, est parti déposer sa candidature à la CEI. Et en plus de ça, ce qui est impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a eu la foule qui l'a accompagné. Il a dit, vous pouvez pas aimer le monsieur là, vous pouvez ne pas l'aimer, mais l'homme qui est derrière lui là. Nous, on veut qu'ils cassent tout pour réparer. Parce que nos enfants sont là pour demain. Je viens de déposer devant la commission électorale indépendante mon dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Je viens de déposer devant la commission électorale indépendante mon dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Je l'ai fait en réponse à l'appel de mon parti, le RHDP, et à l'appel de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes qui souhaitent que nous poursuivions ensemble le chemin de paix, de stabilité et de développement que notre pays connaît depuis plusieurs années. À cet égard, je voudrais remercier la forte mobilisation de nos compatriotes qui ont tenu à être présents ce matin pour cette importante étape du processus électoral. Au-delà d'un acte administratif, le geste que je viens de poser est également un rappel à tous que nous devons soumettre avec humilité et respect aux institutions de la République. Ma candidature s'inscrit donc dans cet esprit de responsabilité et de respect de l'état de droit. Je voudrais lancer un appel à tous nos compatriotes. Préservons la paix. Restons courtois dans le débat et rappelons-nous que la Côte d'Ivoire est au-dessus de chacun de nous. Je remercie le peuple de Côte d'Ivoire pour sa confiance et je souhaite que cette élection se déroule dans la paix et la sérénité pour la consolidation de notre démocratie et la... Nous venons de déposer la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Et nous apprenons en même temps, le jour du dépôt de sa candidature, qu'une attaque terroriste a eu lieu dans le nord de la Côte d'Ivoire. J'aimerais que tous les Ivoiriens qui me suivent avec beaucoup d'attention, parce que je vous dis des choses, je fais des vidéos que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi le général, dans ces temps-ci, a décidé de monter au créneau et de mener le combat de sa nation. Je vais vous expliquer de façon très claire tout ce qui est en train de se passer. Je vous ai dit une fois que le malheur de la Côte d'Ivoire n'est pas étranger. Le jour du dépôt de la candidature de son Excellence Alassane Ouattara, une soi-disant attaque terroriste se produit dans un village proche du Burkina Faso. On va aller pas à pas. Dans un premier temps, la plupart des terroristes mènent ce qu'on appelle un combat idéologique islamique. En Côte d'Ivoire, le côté radical islamique n'existe pas. Donc il n'y a aucun leader terroriste qui peut avoir une base en Côte d'Ivoire, qui est un pays laïque avec près de 50% de musulmans, 50% de chrétiens. Donc tous nos villages sont dans des mélanges extraordinaires parce que nous avons des musulmans et des chrétiens. Et les musulmans qui sont en Côte d'Ivoire sont des musulmans qui aiment le péa, qui aiment la belle vie. Raison pour laquelle le jour du Ramadan, vous voyez que Abidjan est en fête. Ils n'ont pas le caractère terroriste islamique que certains ont dans certains pays. Deuxième élément qui peut amener des attaques terroristes, c'est lorsque un peuple dans un pays se sent marginalisé, oppressé et ensuite tué par un régime en place. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, mais c'est le cas au Burkina Faso. Au Burkina Faso, après la chute de Muammar Kadhafi, on a eu des hordes de terroristes qui ont commencé à s'implanter dans le Sahel, qui fait frontière avec la Libye. Plusieurs chefs terroristes et djihadistes ont commencé à s'installer. Et la majorité des personnes qui étaient indexées au niveau du Burkina Faso étaient les Peuls. Et plusieurs Peuls qui se retrouvaient certains parmi les clans des djihadistes, une fois qu'ils étaient tués,
Le corps de ces peuples était présenté à leurs parents pour dire le régime burkinabé est en train de nous exterminer parce qu'on ne nous aime pas au Burkina Faso. Le Burkina Faso commet alors l'erreur de stigmatiser une population. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du président Ibrahim Traoré qui dit tout ce qui est en train de se passer est de la faute à nous tous. Parce qu'il a été dans une zone qui est un territoire peul et il a vu combien de fois les gens sont marginalisés, minimisés et pratiquement abandonnés. Et c'est une erreur qu'il devait corriger. Donc ça devient ce qu'on appelle des attaques terroristes entre populations burkinabées, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. L'attaque qui a eu lieu en Côte d'Ivoire n'a pas été menée par des Ivoiriens, mais par des Burkinabés. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Il faudrait qu'on puisse en parler. Ceux qui sont terroristes au Burkina n'ont pas un problème avec la Côte d'Ivoire. La seule personne qui, pour l'heure, a un problème avec la Côte d'Ivoire, c'est le président Ibrahim Traoré. Il a dit que nous avons un problème avec le régime d'Abidjan. Mais on va aller plus loin. Suivez mon regard. Lorsque le président Alassane Ouattara se présente et dit qu'il est candidat, il précise, c'est d'abord pour des questions sécuritaires. L'une des plus grandes bénédictions, des plus grands bilans sur lesquels le président Alassane Ouattara peut s'appuyer, c'est pendant 15 ans la Côte d'Ivoire vit ce qu'on appelle une sécurité extraordinaire. Donc pour déstabiliser le président Alassane Ouattara, pour déstabiliser le régime Ouattara, pour amener les Ivoiriens à commencer à se poser des questions, il faut toucher au caractère sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Au niveau du Burkina Faso, ceux que vous entendez parler qu'on dit VDP, 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 ce sont des civils croyant en l'idéologie d'un homme. Alors on parle ceux qui sont recrutés, principalement le président Ibrahim Traoré, qui sont enrôlés, formés en seulement 45 jours, à qui on remet des armes. Et vous vous rappelez à la frontière de la Côte d'Ivoire, nos forces de défense et de sécurité un jour étaient en froid avec un VDP qui les menaçait et qui se jouait les durs et les dangereux devant eux. La sagesse les a habités à ne pas pouvoir céder aux provocations. Voyant que la Côte d'Ivoire est un pays stable, voyant que le Burkina Faso a mis dans la tête de leur population que c'est Abidjan qui habite la Côte d'Ivoire, qui habite les bases des terroristes, il veut nous faire payer par tous les moyens notre stabilité. Parce que la plupart de ces habitants ont été manipulés par un homme qui est le président Ibrahim Traoré, qui lui aussi s'est fait manipuler par un ennemi de la Côte d'Ivoire qui est Soro Kibafori Diop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire maintenant ce qu'on appelle les petites attaques spontanées dans des villages. Des attaques dans des villages. Et c'est ici possible d'attaquer des postes de police ou de gendarmerie dans des endroits clés. Vous vous rappelez d'une vidéo que j'ai eu à poster, d'où un homme disait de faire très attention aux personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire avec des bœufs. Parce qu'ils contiennent des armes et ils ont prévu attaquer certains villages et principalement des villages baoulés. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Il a précisé en disant, ces attaques ne viendront pas de la Côte d'Ivoire. C'est les terroristes qui sont aujourd'hui à la sorte du régime du Burkina, qui essaient de créer le chaos au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que nous, les Ivoiriens, nous sommes heureux, et ils essaient de faire passer les Ivoiriens comme si nous sommes heureux et fiers de voir qu'il y a des attaques terroristes dans le pays, pour nous dire, ah, vous avez vu, non? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, ce ne sont pas des Ivoiriens qui attaquent des Ivoiriens, comme au Burkina, qui sont des Burkinabés qui attaquent les Burkinabés. Ce sont des VDP burkinabés qui ont pris la décision d'attaquer nos villages au niveau de la Côte d'Ivoire pour créer un seul État. Deux choses. Première chose, la psychose du peuple qui essaiera de se révolter contre le président Alassane Ouattara pour vous dire, cet homme ne peut pas assurer votre sécurité, dégagez-le. Un. Deuxièmement, amener les Ivoiriens à commettre la pire erreur de commencer à nous en prendre aux Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est le seul chef d'État dont des pays voisins peuvent insulter et les Ivoiriens ne se vengent pas sur les ressortissants vivant en Côte d'Ivoire, montrant l'éducation que le président Alassane Ouattara lui a donnée aux Ivoiriens. Donc, deuxième erreur qui veut nous amener à commettre, c'est nous amener à nous révolter contre les Burkinabés qui vivent dans nos villages en les voyant comme étant des personnes qui veulent nous anéantir. C'est la pire erreur que nous ne devons pas commettre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aux forces de défense et de sécurité, nous prions que Dieu vous donne la force à pouvoir protéger notre territoire. À tous ceux qui sont dans les villages, qui constataient un comportement suspect, arrêtez les différentes personnes et conduisez-les directement auprès de la gendarmerie. Protégez vos villages. Aux Ivoiriens, l'enjeu le plus important, c'est les élections présidentielles de octobre 2025. Ils vont utiliser tous les moyens en complicité avec certains opposants au niveau de la Côte d'Ivoire pour essayer de créer un climat de chaos. Prions pour notre pays, restons vigilants. L'ennemi de la Côte d'Ivoire, à l'heure où nous sommes en train de parler, s'appelle Ibrahim Traoré, qui est en complicité avec des terroristes qui sont en train de recruter dans leur propre armée. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports de l'ONU qui disent que des VDP qui ont été enrôlés massacrent certaines populations lorsqu'ils prennent le soin d'être déployés. Ces personnes n'ont pas d'oreille. Ils ont caillou dans l'oreille. Ils préparent la preuve. Lorsque les forces de défense et de sécurité arrivent, ils fuient. Et ils vont se réfugier où? Parce que la plupart de nos frontières sont beaucoup filtrables. Il faut faire attention. On veut nous distraire. On veut nous amener sur une autre piste. Nous sommes des Ivoiriens. Et j'aimerais m'adresser directement au président Ibrahim Traoré. Si vous croyez que vous serez celui qui va déstabiliser le régime en Côte d'Ivoire, j'aimerais vous informer que pire que vous ont tenté, ils ont échoué. La Côte d'Ivoire est un pays béni par Dieu. Et quiconque touche à la Côte d'Ivoire en subira les conséquences spirituelles sur sa vie. Que
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne la force à nos forces de défense et de sécurité à bien vouloir protéger les 322 000 km². Que Dieu amène la paix au niveau du Burkina Faso. Car la Bible nous enseigne de prier pour les uns et les autres. Nous ne souhaitons pas que le Burkina Faso soit déstabilisé. Mais nous souhaitons vous dire. Le soleil doux frappait lourdement sur la ville d'Abidjan ce matin-là. L'air était dense, saturé d'humidité, et pourtant l'annonce qui venait de tomber avait glacé le sang de nombreux Ivoiriens. Dans les ruelles, sur les grandes avenues, dans les marchés comme dans les bureaux climatisés, un seul sujet brûlait les lèvres. Alassane Dramane Ouattara venait de déposer officiellement sa candidature à la présidentielle. Personne ne s'y attendait réellement, ou du moins, beaucoup pensaient qu'il n'oserait pas franchir ce pas une nouvelle fois. Le 26 août, date désormais gravée dans les esprits, marquait une surprise générale. Le pays s'était réveillé avec l'idée que la page Ouattara était peut-être tournée, que la Côte d'Ivoire s'apprêtait à entrer dans une phase de transition politique, peut-être même à redonner une chance à son ancien président, Laurent Gbagbo, revenu dans le cœur d'une partie du peuple comme un symbole de résistance et de persévérance. Mais en un seul geste, en déposant ses papiers de candidature, Ouattara venait bousculer toutes les certitudes. Dans les environs de la commission électorale indépendante, où il s'était rendu pour accomplir cette démarche solennelle, la foule s'était rapidement rassemblée. Certains scandaient son nom, applaudissant la détermination d'un homme qu'ils considéraient comme un garant de stabilité et de continuité. D'autres, au contraire, brandissaient des pancartes improvisées, criant leur indignation, refusant l'idée qu'ils puissent briguer encore une fois le fauteuil présidentiel. La Côte d'Ivoire était divisée, mais surtout, elle était choquée. Car cette candidature n'était pas qu'une simple formalité politique. Elle portait en elle une stratégie claire, empêcher Laurent Gbagbo de retrouver la scène politique en pleine lumière. Ouattara le savait, Gbagbo restait aimé par une partie importante de la population, surtout parmi les couches populaires, ceux qui avaient souffert des crises mais qui voyaient en lui un homme proche du peuple, un homme qui n'avait pas peur d'affronter les grandes puissances. Dans les coulisses, des bruits couraient depuis des semaines. On racontait que des tractations discrètes s'étaient multipliées pour faire barrage à la candidature de Gbagbo, que certains acteurs internationaux poussaient pour que Ouattara reste, au nom d'une stabilité économique fragile et d'intérêts stratégiques. Mais le peuple, lui, voyait les choses autrement. Beaucoup voulaient un souffle nouveau, une transition, une alternance véritable. Ce jour-là, les radios locales diffusaient en boucle des analyses, des débats, des témoignages. Une vendeuse de poissons, interrogée dans le marché de Trècheville, lâcha avec colère. On en a assez. Toujours les mêmes visages, toujours les mêmes discours. On veut que ça change. Ouattara doit partir, et si c'est Gbagbo qui revient, au moins on aura un choix clair. Un chauffeur de taxi, lui, voyait la situation différemment. Écoutez, mes frères, Gbagbo c'est le passé. On a trop souffert. Ouattara, au moins, il a tenu le pays debout. Ce n'est pas le moment de jouer avec l'avenir de nos enfants. Les rues vibraient de ces contradictions. Le pays semblait suspendu entre deux destins. L'image d'Alassane Ouattara sortant du bâtiment de la commission électorale, entouré de gardes du corps et acclamé par une partie de ses partisans, circulait déjà sur les réseaux sociaux. Les vidéos montraient son visage fermé, sérieux, comme s'il savait que ce choix allait déclencher une tempête. À ses côtés, des proches affichaient des sourires crispés. Derrière l'apparente assurance, tout le monde comprenait que le terrain politique allait se transformer en un champ de bataille. Laurent Gbagbo, de son côté, n'avait pas encore réagi publiquement. Mais ses partisans bouillonnaient déjà. Dans les quartiers d'Abobo et de Yopougon, bastion populaire où le nom de Gbagbo résonnait encore avec force, des foules s'organisaient spontanément. On entendait des slogans appelant à la résistance, à l'unité contre ce qu'ils percevaient comme une confiscation du pouvoir. Pour eux, l'objectif était clair. Il fallait que Gbagbo soit sur la liste électorale, qu'il ait le droit de concourir et que le peuple tranche par les urnes. Dans cette atmosphère électrique, la journée du 26 août prenait des allures d'histoire écrite en direct. Les journaux titraient avec des mots lourds. Ouattara crée la surprise, la Côte d'Ivoire sous le choc, la bataille des candidatures commence. Les plateaux de télévision accueillaient des experts politiques, des opposants, des juristes, tous analysant les implications d'une telle décision. Mais derrière les débats techniques et les discours officiels, il y avait la rue. Et la rue grondait. Les jeunes, nombreux, ne voulaient plus de demi-mesure. Pour eux, Ouattara représentait une continuité qui ne leur laissait que peu d'espace, tandis que Gbagbo incarnait un retour possible à une politique plus proche du peuple, malgré les erreurs du passé. Les partisans d'Ouattara, quant à eux, rappelaient les infrastructures construites, la croissance économique, la stabilité retrouvée après les années de crise. Cette dualité déchirait les familles, divisait les amis, dressait les quartiers les uns contre les autres. Dans les maquis, on buvait et on discutait à voix haute, parfois jusqu'à l'affrontement verbal. À l'intérieur des maisons, les discussions autour des repas devenaient tendues, chacun défendant son camp avec passion.
Ce 26 août, la Côte d'Ivoire entrait dans une nouvelle zone d'incertitude. Pour Ouattara, le calcul semblait simple. Verrouiller le jeu politique, maintenir le pouvoir, empêcher toute surprise venue de Gbagbo. Mais pour le peuple, la question n'était pas seulement de savoir qui gouvernerait. C'était une question d'avenir, de dignité, de confiance trahie ou restaurée. L'image de ce vieux pays aux multiples cicatrices revenait dans les esprits. On se souvenait des crises passées, des violences, des divisions ethniques et politiques. Personne ne voulait revivre ces heures sombres, et pourtant, beaucoup craignaient que cette candidature surprise n'ouvre la voie à de nouvelles tensions. Le soir venu, les rues d'Abidjan ne désemplissaient pas. Des cortèges improvisés sillonnaient certains quartiers. La police observait, nerveuse, prête à intervenir au moindre débordement. Les autorités savaient que la moindre étincelle pouvait embraser tout le pays. Et au cœur de cette tempête naissante, une question restait suspendue. Laurent Gbagbo pourra-t-il se présenter ? Car tout le monde comprenait que le véritable enjeu de cette élection n'était pas seulement la candidature de Ouattara, mais bien la possibilité pour Gbagbo de revenir dans l'arène. Les Ivoiriens retenaient leur souffle. Le pays semblait au bord d'un choix historique, entre la continuité imposée et l'alternance désirée. Les prochaines semaines allaient décider du destin d'une nation qui ne voulait plus être prisonnière de ses vieux démons. La nuit du 26 août fut longue, agitée, presque fiévreuse. Les villes vibraient encore de l'annonce, et l'écho de la candidature surprise d'Alassane Ouattara résonnait jusque dans les villages reculés. Dans les cours familiales, autour des feux, les gens s'interrogeaient. Que signifiait ce retour obstiné au pouvoir ? Pourquoi cet homme, après tant d'années à la tête du pays, refusait-il de céder la place ? Le lendemain, les journaux étrangers s'étaient emparés de l'affaire. En France, en Europe, aux États-Unis, les gros titres défilaient. Ouattara repart pour un tour. La Côte d'Ivoire face à un troisième mandat contesté. L'ombre de Gbagbo plane sur Abidjan. Dans les chancelleries, on s'inquiétait discrètement. Certains diplomates estimaient que la décision d'Ouattara risquait d'attiser la colère populaire et de rouvrir de vieilles plaies. D'autres, plus cyniques, voyaient en lui le garant d'intérêts économiques et stratégiques, préférant la continuité à l'imprévisible. Mais sur le terrain, les réactions prenaient une tournure bien plus palpable. À Abidjan, des groupes de jeunes commencèrent à organiser des rassemblements. Ils n'étaient pas forcément tous partisans de Gbagbo, mais ils voulaient un vrai changement. Des pancartes fleurissaient avec des slogans simples. Trop c'est trop, Ouattara dégage, transition maintenant. Certains brandissaient même des portraits de Gbagbo, d'autres des drapeaux de la Côte d'Ivoire, comme pour rappeler que leur combat n'était pas seulement pour un homme, mais pour la nation. Le pouvoir, lui, observait d'un œil méfiant. La police et la gendarmerie avaient reçu des consignes strictes, éviter tout débordement, mais montrer la force si nécessaire. On voyait déjà des pick-up stationnés à certains carrefours stratégiques, des hommes en uniforme patrouillant dans les quartiers chauds. Dans l'ombre, le camp Ouattara peaufinait sa stratégie. Pour eux, la candidature de leur champion était une évidence. Qui mieux que lui pour maintenir l'équilibre fragile entre croissance économique et stabilité sécuritaire ? Ils étaient convaincus que, malgré les protestations, une grande partie du pays finirait par accepter l'idée de sa réélection. D'autant plus que, selon eux, Gbagbo représentait un danger de retour aux années noires. Et pourtant, la figure de Laurent Gbagbo se dessinait de plus en plus dans les conversations. On se souvenait de ses discours enflammés, de son langage direct, parfois brutal mais sincère. On se rappelait qu'il avait résisté à des pressions internationales énormes, qu'il avait incarné une forme de défiance face à l'Occident. Pour ses partisans, il restait le père du peuple, celui qui devait revenir pour corriger l'histoire. Dans les cafés d'Abobo, des jeunes riaient amèrement. Ils veulent nous voler notre avenir encore une fois. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. À Yopougon, un vieil homme, ancien fonctionnaire, confia à ses voisins. J'ai connu Oufouette, j'ai vu Bédier, j'ai vu Gbagbo, j'ai vu Ouattara. Mais jamais je n'ai ressenti autant de lassitude. On dirait qu'on tourne en rond, que ce pays est prisonnier de quelques noms seulement. Le malaise grandissait. Plus au nord, dans les régions traditionnellement favorables à Ouattara, la nouvelle était accueillie avec plus de sérénité. Les notables et les chefs communautaires y voyaient une continuité rassurante. Ils organisaient déjà des prières et des cérémonies de soutien, convaincus que leur fils devait poursuivre sa mission. Mais dans les grandes villes, le fossé entre les partisans et les opposants d'Ouattara se creusait dangereusement. Les réseaux sociaux amplifiaient la tension. Vidéos en direct de manifestations, messages d'appel à la mobilisation, rumeurs de complot. Certains influenceurs prenaient ouvertement position, attisant la flamme. Dans ce climat explosif, un détail ne passait pas inaperçu, le silence de Laurent Gbagbo. Lui, qui d'habitude savait trouver les mots justes pour électriser les foules, se murait dans une attente calculée. Ses proches expliquaient qu'il préparait sa stratégie, qu'il ne voulait pas réagir à chaud, mais frapper au moment opportun.
Ce mutisme inquiétait autant qu'il fascinait. Tout le monde savait que lorsqu'il parlerait, la Côte d'Ivoire retiendrait son souffle. La tension monta d'un cran lorsque des rumeurs commencèrent à circuler sur la possibilité que Gbagbo soit juridiquement empêché de déposer sa candidature. Des juristes proches du pouvoir évoquaient des articles de loi, des restrictions liées à son passé judiciaire. Les partisans de Gbagbo criaient au complot. Pour eux, c'était clair. Ouattara faisait tout pour verrouiller le jeu, pour s'assurer que son plus grand rival ne puisse même pas entrer en lice. Dans les rues, cette perspective rallumait la colère. S'il ose barrer Gbagbo, c'est la guerre, lança un jeune manifestant dans une vidéo devenue virale. À la télévision nationale, les discours officiels tentaient d'apaiser la situation. On parlait de démocratie, de stabilité, de respect des institutions. Mais la rue n'écoutait plus. Les Ivoiriens avaient déjà choisi leur camp, et chacun se préparait à défendre sa position. Les chancelleries étrangères, elles aussi, multipliaient les signaux. L'Union africaine appelait à la retenue. L'Union européenne envoyait des communiqués prudents, insistant sur l'importance d'élections libres et inclusives. Les États-Unis surveillaient la situation de près, rappelant l'importance de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Mais derrière les communiqués diplomatiques, chacun savait que les grandes puissances avaient leurs préférences, leurs intérêts cachés. Abidjan, la belle capitale économique, se transformait en théâtre d'attente et de suspicion. Les marchés fonctionnaient, les voitures circulaient, mais dans chaque regard, on lisait l'inquiétude. Les familles stockaient du riz et de l'huile, comme si elles pressentaient des jours difficiles. Les commerçants craignaient des pillages en cas de débordement. Les églises et les mosquées appelaient à la paix, mais leur voix semblait étouffée par le grondement de la rue. Et dans les couloirs feutrés du palais présidentiel, Alassane Ouattara, entouré de ses conseillers, se préparait à la bataille. Il savait que son choix diviserait, mais il croyait dur comme fer que c'était la meilleure option pour le pays, et pour lui. Le destin de la Côte d'Ivoire venait d'entrer dans une zone de turbulence. Les jours qui suivirent l'annonce du 26 août furent marqués par une atmosphère lourde, presque suffocante. Dans les rues d'Abidjan, on sentait la colère prête à éclater. Les marchés étaient animés, mais les conversations tournaient inlassablement autour d'un seul sujet, la candidature de Ouattara. Plus personne ne parlait des pluies qui menaçaient, des récoltes ou même des matchs de football. Tout le pays semblait suspendu à cette décision. Le 28 août, de premières manifestations éclatèrent à Yopougon. Une foule compacte s'était rassemblée au carrefour de Siporex, brandissant des banderoles appelant à une « transition pacifique » et dénonçant un « coup de force institutionnel ». Les chants montaient, les tambours résonnaient, et les slogans étaient clairs « Non au troisième mandat, oui à l'alternance ». La police, arrivée en nombre, tenta de disperser les manifestants. Les premiers gaz lacrymogènes furent tirés, provoquant la panique. Les jeunes ripostèrent en lançant des pierres, en érigeant des barricades de fortune avec des pneus enflammés. Rapidement, la confrontation prit de l'ampleur. Des affrontements éclatèrent jusque tard dans la nuit. Le lendemain, les images tournaient en boucle sur les réseaux sociaux. Des rues noircies par la fumée, des policiers armés jusqu'aux dents face à des adolescents en t-shirt, déterminés à ne pas céder. Cette flambée de violence marquait un tournant. Le pays tout entier comprenait désormais que la candidature de Ouattara ne serait pas un simple épisode électoral, mais le déclencheur d'une véritable crise politique. L'armée, jusque-là silencieuse, entra discrètement en scène. Des véhicules blindés furent aperçus à Abidjan et à Bouaké. Les autorités voulaient montrer leur force sans provoquer. Mais pour le peuple, voir ces chars stationnés au carrefour était un signe inquiétant. Beaucoup craignaient que la répression ne prenne une tournure sanglante, comme lors des crises passées. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo continuait de garder le silence. Mais ses partisans multipliaient les déclarations. Ses lieutenants les plus fidèles, à travers des conférences de presse et des meetings improvisés, affirmaient haut et fort que leur leader déposerait sa candidature coûte que coûte. Ils dénonçaient des manœuvres d'exclusion, accusant Ouattara de craindre une véritable compétition électorale. Dans certains quartiers populaires, on voyait déjà des effigies de Gbagbo brandies comme des symboles de résistance. Les slogans prenaient une dimension presque messianique, « Gbagbo ou rien, le peuple veut son père ». Cette ferveur inquiétait les observateurs, car elle risquait de transformer la scène politique en affrontement de foule plutôt qu'en débat d'idées. Le 30 août, un nouveau choc survint. Des vidéos circulèrent montrant des forces de l'ordre frappant violemment des manifestants à Abobo. Les images, insoutenables, déclenchèrent une vague d'indignation. Sur les réseaux sociaux, des hashtags appelant à la justice pour les victimes se répandirent comme une traînée de poudre. Les opposants accusaient Ouattara de vouloir instaurer un climat de terreur pour museler toute contestation. Dans les chancelleries étrangères, la situation devenait préoccupante. Des réunions d'urgence se tenaient à Paris, à Bruxelles et à Washington.
Les diplomates craignaient que la Côte d'Ivoire ne replonge dans une spirale de violence, comme en 2010 à 2011. Certains parlaient déjà d'envoyer des missions de médiation. Mais au palais présidentiel, Ouattara et ses conseillers restaient droits dans leurs convictions. Ils estimaient que ces manifestations étaient manipulées par l'opposition et que seule une main ferme permettrait de maintenir le pays dans l'ordre. Mais l'ordre semblait chaque jour plus fragile. Dans les maquis d'Abidjan, la rumeur courait que certains officiers de l'armée n'étaient pas totalement alignés derrière Ouattara. Des noms circulaient, des généraux réputés proches de l'ancien régime, des colonels dont la loyauté était douteuse. On murmurait que si la rue s'embrasait davantage, une partie de l'armée pourrait basculer. Le pays, déjà fragile, devenait une poudrière. Le 2 septembre, un appel à une « marche nationale » fut lancé par une coalition d'opposition. Ce fut une journée noire. Dans toutes les grandes villes, des foules massives descendirent dans les rues. À Abidjan, la mobilisation fut impressionnante. Les avenues résonnaient de cris, de chants, de pas cadencés. Mais la confrontation fut inévitable. Les forces de l'ordre, débordées, usèrent de gaz, de balles en caoutchouc, et parfois même d'armes à feu. Le bilan fut lourd, plusieurs morts, des dizaines de blessés, des centaines d'arrestations. Les images de corps ensanglantés circulèrent aussitôt, renforçant la colère. Le soir même, les quartiers populaires s'embrasèrent. Des affrontements éclatèrent jusqu'à tard dans la nuit. Des commissariats furent attaqués, des véhicules incendiés. Le gouvernement dénonçait des actes de vandalisme orchestrés par des mains invisibles. Mais le peuple, lui, parlait d'injustice et de trahison. Dans ce chaos grandissant, Laurent Gbagbo choisit enfin de parler. Son message, diffusé à la télévision et partagé massivement en ligne, fut bref mais puissant. « Je suis candidat. Et je serai candidat pour rendre au peuple ivoirien sa dignité et son avenir. » Ces mots suffirent à embraser encore davantage les esprits. Dans les quartiers acquis à sa cause, ce fut l'explosion de joie. Des danses, des chants, des cortèges improvisés illuminèrent la nuit. Mais dans les couloirs du pouvoir, la tension monta à son comble. Car désormais, la confrontation était directe, frontale, inévitable. Le pays se retrouvait face à un duel titanesque, Ouattara et Gbagbo, encore une fois. Et cette fois-ci, tout indiquait que la rue ne resterait pas spectatrice.